Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons ensemble les shows de la WWE. Je suis RM. Aujourd'hui, c'est l'heure de Monday Night Raw. Nous sommes au lendemain de Clash of Champions, 28 septembre. Pour m'aider à analyser ce show exceptionnel, rempli de vieillards, de retraités, j'ai avec moi tonton Chris. Salut tonton. Exceptionnel! Salut El Patron, salut peuple de catch-up! Ah bah oui, là on était bien pour ce 1427e Raw là. Hein. On était bien au chaud à la maison de retraite, spécial WWE. Il nous manquait qu'un papy, mais bon, voilà, il nous a fait faux bon, il fait un no-show le papy. Ouais, ce que j'étais en train de me dire, en fait, j'ai pas ma place moi ici aujourd'hui. Je suis trop jeune pour ces conneries. Ah, t'es un peu décalé là quand même là. Hein. Donc bon, écoute, on va faire avec, on va accepter un jeune pour une fois pour disserter sur la maison de retraite WWE. Je vous en remercie, mon bon tonton. Bah, de la même manière que ces retraités acceptent Drew McIntyre. Finalement, je suis un petit peu votre Drew McIntyre, votre bel héros. Ouais, c'est un peu Ouais. ça. Un Ça peu, peut un tout petit peu. rejoindre tout à fait, ouais. Si t'es prêt à nettoyer nos couches à l'avenir, écoute, on t'accueille avec plaisir. Oh bah au point où j'en suis des couches, c'est un peu déjà mon quotidien, donc une de plus ou une de moins. Après peut-être que la couleur sera différente, mais Ouais, et puis la taille aussi, hein, la taille. Hein. Bon, excusez-nous pour ces détails scato, hein, peuple de catch-up, ça commence fort. Alors, Ric Flair, Big Show, Christian, Shawn Michaels, voilà, la jeunesse de Stamford qui arrive pour tout simplement introduire le champion de la WWE. Drew McIntyre les rejoint. Alors, il y avait une bonne ambiance. Hein. Franchement, les mecs, c'est des potes, ça rigole, ça se vanne. Sur ce ring, 4 siècles vous contemplent. Oh oui. Ils étaient franchement tous. Moi, j'ai beaucoup aimé hein, cette intro. Il y avait une bonne ambiance, une bonne humeur. Voilà, ça se raconte des vannes. Évidemment, Drew McIntyre a un petit mot sympa pour chacun. Hein. C'est tous d'anciens champions du monde. Il se remémore quelques souvenirs. Bon, c'est un peu toujours les mêmes, mais voilà. Hein, un petit mot pour Big Show, un petit mot même pour Christian. Il a un mot pour Shawn Michaels. Et évidemment pour Ric Flair. Il raconte que le jour où il est arrivé, il s'est rendu compte qu'il était dans le même roster que Ric fucking Flair et que c'était quand même un sacré morceau. Ça lui avait fait sa journée à l'époque. Mais il a bien grandi depuis. Du coup, voilà, les vieux, ils commencent un petit peu à s'excuser. C'est marrant, Antoine, on en avait parlé avec Papy pendant la review du show de Clash of Champions. C'est que finalement, pas avec Papy, avec toi, pardon, je raconte des conneries. Attends, c'est vous les vieux, c'est moi le sénile. Big up, Papy. Hein. Ouais, il est toujours là dans nos cœurs, Papy. Papy, pourquoi tu réponds pas au téléphone? Papy, allô? Voilà, au revoir Papy. Un ange qui nous a quittés trop tôt. Alors, on raconte des conneries. Toi, on fait comme les vieux de Stamford. Ils s'excusent en fait, les vieux. Shawn Michaels s'excuse. Il fait désolé au fait d'avoir d'être un petit peu intervenu pendant ton match. Et voilà, on était là tous les quatre et on avait envie de botter le cul de Randy Orton. Du coup, on l'a fait. Drew McIntyre, finalement, il leur en veut pas trop. Et celui qui en veut, c'est Randy Orton, hein, qui a la rage, qui est pas content. Il lui dit, écoutez, voilà ce qui va se passer, c'est que quand on croise le chemin du Legend Killer, on finit toujours par le regretter, et il se barre avec sa petite valise à roulettes. Il quitte donc visiblement le building, en laissant donc Drew McIntyre enchaîné, et Drew McIntyre va ouvrir un Open Challenge, excusez-moi, puisque c'est un champion combatif, et du coup, ça va être un petit peu... Quelle sera la surprise, puisque ça sera le main event, qui osera affronter Drew McIntyre, en sachant qu'il faut que ça soit quelqu'un qui n'a jamais croisé le chemin de Drew McIntyre. Voilà, exactement. Pour le titre, ou n'importe qui? Enfin, pour n'importe quelle occasion, c'était pas très clair, ça, je me souviens plus. Ça semblait être un title shot de prime abord. En tout cas, c'était la glorieuse incertitude de l'Open Challenge. Mais, tu glisses des indices, c'est bien. C'était bien un title match, hein, c'était bien un WWE Championship. Oui, bien sûr, oui, c'était pour le... Mais ma question, c'est plutôt de savoir, est-ce que les conditions pour accepter l'Open Challenge étaient de n'avoir jamais affronté Drew McIntyre pour le titre, ou juste de n'avoir jamais affronté Drew McIntyre? Ouais, t'as raison, oui, effectivement, je pense qu'aussi c'était la condition de toute façon, hein, puisqu'on va le voir plus tard, il y a un certain officiel de la WWE qui va nous rappeler les règles. Ouais, voilà, les règles toujours un petit peu
lugubre et flou de la WWE. Bon, bref, Voir- est-ce que voir toi, tu aurais Mortal. accepté les excuses des vieux? Est-ce que moi j'aurais accepté les excuses des vieux si j'avais été en Randy Orton? Non, si t'avais été Drew McIntyre. Ah, si j'avais été Drew McIntyre? Oh bah ouais. Bah ouais, parce que bah, vu son alignement de top babyface de Raw là, depuis quasiment un paquet de temps là, finalement, ouais, ça passait crème, très franchement. Tu l'as dit, le segment il était plutôt sympa, c'était un segment plutôt de bonne humeur. Du coup, bah, c'était plutôt. Ouais, ça passait plutôt bien. Moi, tu vois, je préfère voir les légendes de toute façon dans ces segments-là que plutôt les voir venir mettre des kicks ou je sais pas quoi, alors qu'ils sont complètement rincés. Là, au moins, effectivement, il y avait cette humeur générale qui faisait que ça se passait un peu à l'ambiance à la papa. Ah, c'était plutôt cool. Voilà, ça. Limite, ils auraient pu trinquer, ça aurait été un peu le même délire, quoi. Donc, Ouais, ça aurait été pas mal. Surtout, il y a un moment, il fait une vanne, genre, Drew McIntyre, il demande à Ric Flair de faire gaffe de pas de pas abuser sur la picole backstage, parce ouais, qu'on sait ouais. comment ça se termine les soirées avec Ric Flair en général. C'est pas trop Covid-proof les soirées Ric Flair. Hein. Ouais, non, apparemment, on fait pas trop gaffe. C'est pas très geste barrière comme soirée, quoi. Mais bon, voilà. Et puis, bah, finalement, Randy Orton vient dans son rôle de top heel de Raw, hein, voilà, et qui apparaît sur l'écran, et puis qui est dans le parking. et puis, voilà, hein, qui dit au champion de profiter de son moment. Alors, bon, on connaît quand même vachement bien qu'est Randy Orton depuis des années. On sait bien que quand il balance ce genre de menace, ce genre de phrase, on sait qu'en général, il va y avoir une suite, quoi. Ouais, d'ailleurs, il glisse, il promet l'enfer à Drew Ouais. McIntyre, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, moi aussi, je sais glisser des indices. Une spécialité de Monday Night Raw, et de la WWE en général, mon bon tonton, c'est les rematchs. Ah ouais. Alors, c'est-à-dire qu'officiellement, la clause de rematch n'existe plus. On est d'accord. Elle a Ah été ouais, ouais. retirée il y a quelques mois. Ouais, l'année dernière, j'avais envie de dire même presque, non? À la place, nous avons droit à une nouvelle sorte de clause de rematch, qui est la clause du rematch du perdant. Puisque Oui, si tu as perdu ton match de championnat la veille, tu as droit à un rematch pour retenter ta chance. c'est dingue. C'est ce qui s'est passé donc pour le titre féminin de Monday Night Raw avec la deuxième, Asuka versus Zelina Vega number 2. Zelina Vega se prépare, Oh elle là se là. prépare pour son match. Ça finit un peu, elle se met un petit peu, elle se croise backstage, hein, puis elle se met à moitié sur la Oui, un petit tronche. peu, ouais. Ouais. Ensuite, on a une brawl, une fois que la cloche sonne. Zelina Vega avait l'air un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus prête, hein, cette fois-ci que la veille. Pour autant, malgré toutes les tentatives de Zelina Vega, c'est bien Asuka qui la chope alors qu'elle a fait qu'elle sautait du turnbuckle, je crois, et qui la place dans un Asuka lock. Victoire définitive, hein, de Asuka sur Zelina Vega par soumission pour le titre d'Euro. Par piqué effect que ça soit définitif. Hein. Alors, comme tu as dit, Zelina était un peu plus prête, ouais, elle était un peu plus prête de 1 minute 15. Quoi. C'est-à-dire que le combat à Clash of Champions a duré 7 minutes, là, ça a duré 8 minutes 15. Il y a, je crois que c'est Géliel sur Discord qui a fait une remarque que j'ai trouvée relativement pertinente sur le match Zelina Asuka à Clash of Champions, puisque lui, visiblement, il est quand même pas super emballé par le match Asuka Zelina, hein, je vous rassure. Mais il trouve que voilà qu'il y a pire. Il nous cite Lana par exemple quoi. Et, Ah oui, ben alors là, oui. il nous dit qu'il a l'impression qu'elle fait un peu ce qu'elle peut, mais qu'il y a une vraie bonne volonté avec un moveset un peu original. Alors bon, Géliel, il faudra que tu m'expliques exactement ce moveset un peu original de Zelina. Mais effectivement, ça reste quand même super faible. Et puis voilà, cette règle qui n'est plus une règle du rematch et où maintenant c'est le perdant qui récupère un rematch. En fait, tout le monde est en mode one more match à la Christian. Quoi. Ouais. Bah, Christian étant là, effectivement, c'était plutôt bien vu. Oui, alors effectivement, elle a un moveset un peu plus varié, c'est un peu plus high flyer, voilà, que Lana. Enfin, après, comparé à Lana, tout est Oui, tout est meilleur. Il faudrait être Miro pour pas le reconnaître. Hein. Mais ouais, je leur place une deuxième fois celle-ci. Mais voilà, là en plus il y avait un petit angle, elle a essayé elle a attaqué le bras d'Asuka, voilà, et elle a fait ce qu'elle a pu, mais bon, effectivement, c'est très temporaire. Alors par contre, il s'est passé un truc bizarre parce qu'il y a eu une coupure pub et qu'on est revenu
En fait, Zelina est en train de quitter le ring à moitié sonné, direction, sous le titre entrant, direction les vestiaires. Mais entre les cornes, au milieu du ring, il y avait qui? Il y avait Andrade. Et Andrade, il a dit des trucs. Et Yarem, il a rien compris. Il a rien compris à ce qu'Andrade Ah a ouais? dit. Andrade, il parlait en anglais, mais il parlait. Tu parles pas le El Idolo? Visiblement, non. Il faudrait que je prenne des cours sur. Je prenne mes heures là, de formation pour apprendre le L rigolo, parce que putain, c'était chaud. Hein. Bon, bref, il engueule Zelina, il lui dit. Il l'engueule. Oui, il l'engueule, il lui dit qu'elle serait rien sans lui. Il chope le mic et puis en fait, il demande à son ancien manager, puisque t'as pas trop compris, je vais un peu te traduire parce que moi je parle un peu le mexicain et du coup, Tu parles la mexicaine, ouais. Ouais, ou la mexicaine surtout, mais que son ancienne manager, mais pourquoi elle est encore là en fait, tout simplement. Et lui, tu viens de te battre 2 fois par Asuka, ça prouve que t'es rien quoi, et que t'es rien sans moi, et pas l'inverse. Et après derrière, voilà, il va inviter, lui aussi il va faire son Open Challenger quoi. Voilà, il va inviter le mec qui a envie de venir quoi. Ouais, Et là, c'est le drame, n'est-ce pas, mon IRM? Qui vient? Eh ben, il est beau, il est gros, il est costaud, il a une grenouillère. C'est Biggie. C'est Billy, c'est Keith Lee. C'est Keith Lee. Keith Lee qui accepte l'Open Challenge. Alors, moi, perso, j'ai trouvé ça complètement con d'avoir un deuxième Open Challenge juste après celui de Drew McIntyre. Enfin, les mecs, c'est geste barrière, y compris dans les scénaristes. Quoi. Dire, les mecs ne communiquent pas, quoi. Un mec s'est réveillé et dit « Ah, j'ai une super idée cette semaine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Open Challenge. » Et en même temps, un autre mec « Eh les gars, super idée cette semaine, Open Challenge. » Et là, t'as pas un mec qui chapeaute tout et qui dit « Attendez les gars, ça fait 2 Open Challenge. On va se calmer. » Non. Open Challenge, et là, c'est le drame, puisque Keith Lee a squashé quasiment, hein, on peut dire. Ah bah oui. Oui, d'accord, on peut le dire. En 2 minutes 50, on peut le dire, c'est un squash. Aïe. Donc, El Idolo, c'est El Terminado, finito. El Idolo a gros bobo, hein. Et se prend une powerbomb des familles, quoi, et il n'a pas existé, quoi. Entièrement 5 étoiles de Andrade? Je sais pas, ou alors 7 étoiles, on peut faire comme Melzer, tu sais, allez, hop, 7, 8, 9, 15 étoiles. Allez, pluie d'étoiles sur l'enterrement. C'est chaud, ouais, c'est chaud. Comment tu peux faire un mec comme ça alors le heel qui engueule son manager en disant que t'es une loseuse et derrière qui se fait squasher alors qu'il a lancé un Open Challenge et qui se fait squasher par un petit jeune qui vient d'arriver. Ah ouais, non. Aïe. Dur là pour Andrade. On peut dire aussi que d'un autre côté, Keith Lee, ça faisait 3 à 4 semaines qu'il était impliqué dans la rivalité avec Orton et McIntyre. Tout d'un coup, piouf, Keith Lee, il n'est pas apparu à l'ambulance match de Clash of Champions. Il n'est pas apparu dans l'histoire de McIntyre-Orton. Aucune référence à quoi que ce soit. Il est juste arrivé, il a démonté en 6 El Idolo et puis il est rentré à la maison. Ouais, bah écoute, voilà, c'est une bonne journée de boulot, ça. Le goût du travail bien fait. Ouais, tu me diras, c'est vrai que c'est pas Le mal. mec, il a coupé ses mails, coupé le téléphone. Il est venu, focus, 5 minutes, il est rentré chez lui, tranquille. Douche comprise. Ah ouais, je sais même pas s'il y a besoin de se doucher, là. Quand tu roules comme ça sur un mec, tu se retournes même pas le gars, même pas dans le rétro. Bon bah, au revoir Andrade, hein, merci d'être passé. Ouais, tout à fait. Tiens, toi qui parles mexicain. On reste sur les histoires de famille. La famille royale, puisqu'on est reçu par le roi ce soir. On avait un King's Court, toi qui adore Jerry Lawler. Oh là. On a eu une King's Court, donc la famille Mysterio est invitée pour une espèce de talk show d'interview avec Jerry King Lawler. Alors forcément, quand j'ai vu Jerry King Lawler là, avec une gamine de 19 ans, alors pas une gamine, elle va me faire la gueule si elle entend que je dis que c'est une gamine. Elle a 19 ans quand même. Je dis, oulala, ils prennent des risques là. WWE, Jerry, là, il va falloir qu'il fasse attention. Donc, bon, c'était pas forcément son grand intérêt comme interview. Jerry King Lawler voulait juste simplement mettre le doigt sur la fameuse tension qui existait entre le père et la fille, puisque Rey Mysterio a dit que sa fille était naïve et qu'elle comprenait rien à toutes ces histoires de grandes personnes. Et du coup, elle a fait la gueule. Elle a fait la gueule, Alia. Sauf que c'est pas terminé.
un petit peu plus tôt, Seth Rollins avait volé le téléphone de Buddy Murphy backstage, alors qu'il essayait un petit peu de se réconcilier, dire « Ah, t'es mon disciple, t'es mon pote et tout, vas-y, va mettre ton petit costume là, qu'est-ce que tu traînes ici comme ça ?» Donc il a mis la main sur le téléphone. Alors personne ne verrouille jamais son téléphone à la télé, visiblement. Et du coup, Seth Rollins, qu'est-ce qu'il fait? Il a creusé, il allait sur WhatsApp. Et sur le WhatsApp d'Alia, plutôt de Buddy Murphy, il y avait une conversation avec Alia. Et dans cette conversation entre Alia et Buddy Murphy, Alia a souhaité un joyeux anniversaire à Buddy Murphy. Alors, je ne sais pas ce qui est le plus choquant ici, le fait qu'effectivement, une jeune de 19 ans souhaite une discussion privée avec un papa, ou tout simplement que tout le monde avait oublié que c'était l'anniversaire de Buddy Murphy. Ouais, c'est ça, Buddy a pas d'amis, quoi. Du coup, c'est le bordel, tout le monde fait la gueule, Rey Mysterio est choqué, Alia part en courant, Buddy Murphy n'est pas content que Seth Rollins ait mis la main sur son téléphone. Dominic attaque Buddy Murphy parce qu'il n'est pas content de voir que sa sœur a droit à une vie amoureuse, tout simplement. Et du coup, on a un match un petit peu plus tard qui va se régler entre Buddy Murphy et notre fiston Dominic. Ouais. Dominic au bord de renier sa sœur, quoi. Ouais. Avant d'attaquer le match, est-ce que tu crois qu'on devrait pas, on n'a pas à se mêler des affaires d'amour des jeunes qui ont 19 ans? Ouais. Alors là, écoute, je suis à foin parce que je suis plutôt. Pour moi, ça a été un grand moment de gênance en fait, tout ça. Et voilà, une espèce de malaise. Je t'avoue que l'angle choisi par la WWE avec nous faire une espèce de petite histoire fleur bleue entre Murphy et Alia, ça me pose quand même un petit souci. Murphy, il a 32 barreaux. Alia, il en a 19. Bon, ok, je veux bien. Et ça dragouille la sister à Dominique et la fille à Ray. Bon, je sais pas, j'étais pas à l'aise avec ce segment, tu vois. C'est-à-dire que Buddy Murphy va se retrouver derrière les 32 barreaux. Ouais, si ça continue à ce rythme-là, c'est possible, quoi. Et puis bon, on sait dans quelle période on est, entre les MeToo, tout ce que tu veux, etc., les speaking out dans le monde du catch et tout. Nous faire un angle amoureux entre un type de 32 piges et une nénette de 19, waouh. Donc moi, ça m'a un espèce de sentiment de malaise pendant tout le segment, quoi, tu vois. Donc j'ai du mal là, je vais avoir beaucoup de mal à accrocher à cette nouvelle tournure, on peut dire, dans cette storyline de toute façon, puisque ce truc Rollins, Murphy et la famille Mysterio, là, ça commence à dater depuis un paquet de temps, quoi. Donc là, en fait, on aborde un nouveau virage dans cette rivalité. Ouais, en fait, c'est-à-dire que autant toi, j'avais bien aimé, j'avais beaucoup apprécié lors du match en cage où justement elle avait eu un geste de bienveillance et de compassion pour Buddy Murphy, et du coup je me suis dit tiens, voilà, c'était on avait planté une petite graine comme ça qui était intéressante, et c'est vrai que là maintenant la façon dont il exploite cette petite graine de Buddy Murphy, tu vas te calmer avec tes petites graines, toi. on se dit oula, on sent le truc, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, quoi. C'est-à-dire que si on reste sur juste l'angle de la compassion pour ce mec qui s'est fait retourner le cerveau par Seth Rollins, et elle se dit ouais, moi aussi personne me comprend dans ma famille, et du coup personne ne comprend peut-être Buddy Murphy, enfin voilà, qu'on reste là-dessus, toi, ça, ok, intéressant. Mais effectivement, si on commence à aller du côté de la mourette, attention, quoi. Attention. Ah ouais. Pourquoi pas, hein, si c'est bien traité. Si c'est traité avec de la subtilité, qui est la spécificité première de la WWE, reconnue à travers le monde pour être ni tout noir ni tout blanc, ça peut être vraiment intéressant, toi, assez mature, si je peux dire, un peu comme angle, quoi, toi. Mais je comprends ton appréhension, effectivement, attention, là, ça clignote orange. Ah ouais, moi ça a clignoté très très fort. Ouais. Là,
le clignotant malaise était enclenché et j'arrivais plus à l'arrêter, quoi. Je me disais, bon allez, il faut qu'on passe à autre chose. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'est réglé entre les cornes un peu plus tard, hein, entre Dominic Mysterio et Murphy. Dominic a sorti le kendo stick, a commencé à tabasser donc Murphy, et ça, évidemment, Alia est arrivée et il a imploré son frère d'arrêter, hein, de violenter à ce point le pauvre Buddy Murphy. Ça a rendu Dominic foudrage et ça l'a distrait à un tel point que Buddy Murphy a gagné sur un roll-up. Et du coup, il y a eu la claque, il y a eu la gifle. Il y a eu la gifle de la frangine parce que finalement, Dominic a tenu un peu le même discours que son papa. Ah bah ouais, mais même carrément, il a même cité papa, quoi. Il a dit, papa, il a raison, en fait, t'es qu'une naïve. Ouais. Ça l'a rendu dingue et il a mis une bonne grosse baffe dans la tronche. Elle est repartie et voilà, les bases sont là. Et moi, j'aimerais donner quand même un petit coup de chapeau. Je trouve qu'elle joue très bien, Alia. Je trouve qu'elle joue très bien. Voilà, Ouais. elle a un bon acting. Les petites scènes de tension entre le frangin et la frangine étaient plutôt bien jouées. Donc, j'ai trouvé ça. Elle est déjà beaucoup plus expressive que sa mère, par exemple. Ouais, il a l'air de pas avoir trop de mal. Mais elle avait été déjà bien. Moi, je l'avais trouvé bien dans les derniers segments, dans le fameux Monday Night Piñata qu'on avait reviewé ensemble, entre autres. Donc, elle continue. Ouais, elle a l'air d'être plutôt à l'aise. La gamine, elle a ça dans le sang, hein, normalement, hein. La comédie mexicaine. Ouais, voilà. Hein, Alia Mysterio. donc, je pense que oui, ça c'est pas trop mal. Mais bon, moi, je reste sur cette impression qui m'a quand même fait ressentir ça comme un segment assez désastreux. On abandonne les histoires de famille, direction ce qui ressemble vaguement à une sorte de division féminine. Alors, Ouais. Puisqu'on a eu un match ce soir. oh là là. Ouais, je sais. Alors, Adam Pearce, qui est toujours là, hein, on le voyait plus trop, je commence à m'inquiéter, mais Adam Pearce était un petit peu là quand même ce soir. He's back. Et ça fait plaisir, il est de retour aux manettes. Il nous explique que les fameux titres, le titre de championne, hein, tag team, n'est pas vacant malgré l'absence très remarquée de Shayna Baszler et de Nia Jax. Mais du coup, en l'absence des championnes, on va essayer de déterminer les contenders, les prétendants. Quand même. Et du coup, ce soir, on avait un match entre Lana, Natalya et Mandy Rose et Dana Brooke, hein, une nouvelle équipe suite à l'arrivée de Mandy Rose, Oh, le habillée tout en rose. Comme Trish Stratus, visiblement, elle avait fait un petit hommage à Trish, parce qu'elle avait plus ou moins la même tenue que la 6 ou 7 time champion. Je sais plus combien elle a gagné de titres. Ouais, un bel alignement. Là, j'ai tout de suite pensé à Tonton. Je me suis dit, là, il a dû se régaler face à, je pense, la crème de la crème. Ah ouais. Bon, rapidement, Mandy Rose, Dana Brooke. 3 minutes 05, rapidement. Ah bah d'accord. Bon, bah voilà. Voilà, tout est dit. Voilà, le résumé du truc est fait. Et Mandy Rose donne rendez-vous donc pour le titre. Elle a les yeux en direction du championnat. Oui, c'est l'information absolue de ce segment. Et oui, Dana Brooke et Mandy Rose se positionnent en number one contender de Shayna Baszler et Nia Jax. Rêvez, peuple de catch-up, rêvez. Bon, il y a eu du botch, on a frôlé les blessures graves toutes les 10 secondes, mais... Ouais, et quand tu dis que Lana, Natalya, Mandy Rose, Dana Brooke, au final, heureusement qu'il y a Natalya qui est relativement safe, et puis Dana Brooke qui est peut-être la meilleure entre les cordes des quatre, on va dire, mais alors attention, hein, en mode low mid-cardeuse, quoi, hein, pas beaucoup plus. Hein. Donc là, j'ai toujours trouvé, oui, c'est celle qui a un vrai potentiel, quoi. Un vrai physique, quoi. Un vrai physique, de la technique, et voilà, elle avait eu une espèce de mini période de mini push, mais qui n'a jamais duré. Mais effectivement, Dana Brooke, des quatre là, alors Natalya, parce que Natalya a déjà fait ses preuves et qu'elle est la détentrice du record de nombre de victoires à la WWE du côté de la division féminine. Mais effectivement, je verrais plus volontiers Dana Brooke prendre son envol. Mais voilà. Ouais, et puis Dana Brooke, quand même, tous les reports sur elle, etc., disent que c'est une super workeuse, que dans les coulisses, c'est quelqu'un de vachement bien, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup au Performance Center, apparemment, et
Ouais, elle aide les prospects et tout ça. Enfin, apparemment, Dana Brooke, ça a l'air d'être une super sparring partner pour faire progresser un peu tout le monde en coulisses. Donc, ouais, finalement, c'est ce que je lui souhaite à cette fille, c'est qu'un jour, elle réussisse à avoir son spot. Oui. Un Kofi au niveau individuel, il a réussi à avoir son spot un jour. Je sais pas, peut-être dans la division féminine, peut-être un jour, Dana, à force de boulot comme elle a l'air d'être, peut-être qu'elle obtiendra ce fameux spot. Il suffit d'un simple coup de fil de Batista. C'est vrai que c'est pas faux. Batista pourrait être dans les environs que pourquoi pas. D'ailleurs, finalement, elle se retrouve quand même en number one contender du tag team féminin. Donc écoute, ça commence peut-être pas si mal que ça, ce push dans la low mid-card. Ah oui, de toute façon, on est à un tel niveau bas que tu peux que pusher à partir de... Ouais, c'est difficile. Après, en dessus, c'est enterré. C'est Andrade, quoi. En Ah dessous, ouais, c'est Andrade. voilà. Tu passes au niveau suivant. Bon, en parlant d'enterrement, de mec enterré entre la vie et la mort, Aleister Black, le pirate, On retrouve sa cave. retrouve sa cave, retrouve son bandeau, retrouve sa cape, retrouve tout. Mais a perdu son theme song, hein, n'oubliez pas. Ah Au ouais. passant. Alors ça me déprime, moi. Aïe, 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 mais ça, c'est à cause. C'est des histoires de. Il y a des histoires de droit, non, avec les anciens compositeurs des thèmes, là, CFO. Tous les Ouais. mecs qui ont fait les super thèmes de NXT et toutes ces stars qu'on adore, là. Les mecs sont partis et je crois qu'ils avaient signé un contrat. Dans leur contrat, ils touchaient des droits d'auteur, même une fois partis. Et visiblement, ça fait chier, évidemment, la WWE, le service financier. Et du coup, ils refont des trucs. Ils refont ils vont refaire. De toute façon, tous les thèmes. Accrochez-vous, hein, tous les thèmes songs que vous kiffez, y compris Undisputed Era, va falloir mettre une petite croix dessus bientôt. Hein. Je préfère vous le dire maintenant. De toute façon, ça a déjà commencé. Ouais, tous les mecs qui montent, qui ont des thèmes songs que vous avez kiffé, même ceux que vous aimez pas, de toute façon, à la trappe. Aleister Black dans sa chambre noire, voilà, il balance sur Kevin Owens, alors il est dans une petite ambiance là, caméra close, pas de lumière, et voilà, il promet la fin à Kevin Owens. Il lui reproche de l'avoir trahi, hein, d'être celui qui l'a blessé. Et du coup, il dévoile son bandeau, il retire son bandeau, il dévoile un œil noir. Il a mis une belle lentille de contact, qui est une nouveauté, hein, parce que je ne crois pas qu'il avait ça avant. Même si officiellement, je pense qu'il aurait jamais dû retirer son bandeau jusqu'à ce soir, mais... Non, mais effectivement, je crois bien que c'était la première fois qu'il arborait cet œil-là. Ouais, l'œil du démon, l'œil noir d'Aleister Black, le Black Eye. On se retrouve sur le ring. Ça se met sur la tronche. Aucun des hommes ne veut perdre, évidemment. Petit accident avec un arbitre, Drake, mon arbitre préféré. Petit coup de coude, hein, voilà. Black, il était un petit peu chaud. Il était en train de rosser Kevin Owens. Il fait pas gaffe. Il met un gros coup de coude. Drake, l'arbitre le prend pour lui. Il le disqualifie. Victoire donc de Kevin Owens par disqualification. Et en plus, Aleister Black se prend un gros stunner pour faire bonne figure, bonne mesure. Victoire donc de KO. On continue dans cette histoire œil pour œil, dent pour dent entre Aleister Black et le Canadien. Ouais, ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Et Black, il n'est pas content quand même dans cette affaire. Et écoute, le match était... moi, j'ai plutôt bien aimé le match. Et je suis en plus plutôt satisfait de cette histoire de DQ. Donc, tu vois, c'est du win-win. Et le match, il a duré 13 minutes 20. Moi, j'ai trouvé que les deux gars s'étaient bien envoyés. Moi, j'ai pas trouvé trop de temps mort dans ce match-là. Et je trouve que pour continuer correctement cette rivalité, c'était bien qu'il y ait une DQ, qu'il n'y ait pas encore vraiment de un vainqueur trop défini entre les deux. Même si Aleister Black a déjà perdu un match véritablement contre Kevin Owens. Donc, mais j'y trouve un certain intérêt. Bon, comme on l'a dit au préalable, moi ça me fait chier qu'il ait perdu son theme song parce que j'adorais son theme song à Aleister Black. C'est un truc que je me mets dans les oreilles souvent pour me rebooster, ou pour rentrer en mode dark quand tu arrives au boulot. Alors, pour avoir été, justement, on en parlait en antenne, à NXT Paris, je peux te dire que l'amiral, quand il y a eu le theme song d'Aleister Black, il m'a pété les tympans. Hein. Ah ouais, non, mais il a raison cet homme. Cet homme a raison. Ah oui, ce truc quand ça démarre, moi à chaque fois ça me file les poils, quoi. Sans être forcément un fanat de heavy metal ou quoi que ce soit.
Mais franchement, c'est vraiment un theme song que j'adorais, quoi. Donc voilà, déception. Après, Aleister Black, on peut noter aussi, c'est qu'il catch en pantalon. Voilà, en collant de catch. Oui. Il n'était pas en slip. Il a quitté le slibard, le Aleister. Et voilà. Et au final, écoute, c'était une bonne petite surprise au sein de ce Raw, en tout cas me concernant. Et j'ai trouvé que c'était un match sympa. Et si j'avais noté, j'aurais mis un petit 3 étoiles au match. Ouais, bah écoute, moi aussi, là, je te rejoins, c'était bien stiff, ils sont bien mis sur la gueule, pas de temps de rigoler, pas le temps de niaiser, et j'ai bien, moi, toi c'est marrant, moi aussi j'ai, entre guillemets, bien aimé ce DQ, parce que j'ai trouvé que, contrairement à 95% du temps, l'arbitre, enfin, c'était vraiment dans le feu de l'action, il lui met comme un gros coup de coude, Ah oui, quand même. et on peut comprendre que l'arbitre ait cru que le catcheur ait mis délibérément un coup de coude par agacement parce que l'arbitre était en train d'essayer de l'arrêter. Alors qu'en Ouais, et fait, puis, non, c'est juste le mec qui enchaînait les coups. Franchement, c'était bien foutu. ouais, et Alistair, en plus, il est furieux et il se retourne vers l'arbitre et il menace l'arbitre, quoi. Il menace le ref, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, Bon, c'est vrai, il le menace de mort, d'aller retrouver sa femme et ses enfants. Oui, c'est vrai. Il a ouais. Donc, du coup, je suis l'arbitre. Ouais, moi aussi, je fais sonner la cloche. Ah, c'est comme ça. Eh ben ouais, je fais sonner la cloche. Nous, on est pris pour des cloches. C'est avec le titre 24/7. Aïe, 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 aïe. On est pris pour des truffes. Alors, j'avoue, j'ai trouvé ça marrant. Le début de la séquence où effectivement R-Truth reçoit la visite d'un ninja qui lui tend une mallette, et dans cette mallette, il y a un message et une mallette. Le message, c'est une lettre de Tozawa, Akira Tozawa, hein, le leader du gang de ninja, qui explique cher R-Truth, si tu lis ce message, c'est que j'ai été mangé par un requin. Et du coup, il lui dit, bah voilà, je te donne, il lui lègue en fait son objet le plus précieux. Et là, R-Truth ouvre la mallette, et dans la mallette, qui brille de mille feux, il y a la ceinture noire de l'ancien champion 24/7, donc d'Akira Tozawa. Donc R-Truth, il est touché hein, par ce geste tout simplement de reconnaissance de la part de Tozawa. Il est très ému, mais tout ça, évidemment, n'était qu'un piège, un traquenard, puisque Tozawa était caché derrière. Il fait un roll-up, il remporte le titre, mais coup de tonnerre, le ninja qui était venu avec la mallette n'est pas n'importe quel ninja, c'est Drugulak qui attaque Tozawa et qui reprend la ceinture. Incroyable. Mais un petit peu plus tard, on a eu un match, un triple threat, une triple threat pour le titre 24/7. C'est un peu difficile à suivre, hein, mais on a eu un match pour le titre avec R-Truth qui a récupéré le titre lors de ce match. Donc, le concept est toujours le même. Au début d'un épisode, R-Truth a le titre. Au milieu de l'épisode, il le perd. À la fin, il le récupère. Mazette. Eh ben écoute, on a eu un vrai match pour le 24/7 en tout cas. Bon, alors un vrai match, 4 minutes 20. Bon, 4 minutes, excusez-moi, je retire ce que j'ai dit. Mais par contre, ce que je signalerais, au moins sur le tout dernier segment, c'est-à-dire sur le finish du match, on a un attitude adjustment de la part de R-Truth. Pas de roll-up quand même, parce que alors là, ils nous auraient foutu un roll-up dans le seul vrai match qu'ils font pour une fois pour le 24/7. Là, je me suis dit, non mais là, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, donc R-Truth récupère, je crois, son 41e titre 24/7. Je crois qu'il est le recordman de titres absolus à la WWE, puisqu'il cumule 46 titres, il me semble, en ajoutant à ça ses titres US, Tag Team, voilà, Hardcore aussi, il me semble. Et donc voilà, R-Truth, recordman absolu de toute ceinture possible et inimaginable, et bien évidemment recordman absolu du Roll-Up Championship. Ouais, bah il le mérite. Enfin, pour moi, s'il y a bien un mec qui mérite cette reconnaissance, c'est bien R-Truth, en particulier avec ce titre-là. Il n'y a que lui qui bosse sur cette ceinture, alors de toute façon. Ouais. Non, moi ça m'a fait marrer le coup de la lettre. Ça c'était voilà. J'avoue que ça faisait longtemps que une séquence du 24/7 m'avait pas fait marrer bêtement. Ça vole vraiment pas haut, mais le fameux génie comique de R-Truth a produit encore parfois quelques étincelles. On va revenir aux choses sérieuses. Et les choses sérieuses, c'est le Hurt Business. C'est le Hurt Business, et ils sont tellement sérieux que même quand tu vas bouffer à la cantine, ça rigole pas.
si t'es assis à la mauvaise place, tu te fais envoyer dans les cordes par le Hurt Business. Donc ils ont bully tout simplement un pauvre gars qui mangeait son cassoulet à la mauvaise table, au mauvais endroit, au mauvais moment. Un petit peu plus tard, backstage, dans le locker room même, Mustafa Ali qui est de retour. Je savais pas qu'il était revenu. Il est revenu visiblement, Mustafa Ali. Avec Apollo Crews et Ricochet vont chercher des noises Hurt Business. Donc c'est pas fini. Désolé tonton, mais c'est pas fini cette histoire. Et non. Du coup, on se retrouve avec une promo un peu plus tard de MVP qui nous explique qu'il y en a marre, que l'autre il comprend rien, qu'Apollo Crews il est complètement dingue parce qu'il attend toujours. C'est le même match, les mêmes choses, mais avec toujours le même résultat. Il pense qu'un jour ça va changer, mais en fait jamais. Du coup, les faces arrivent, grosse baston, et à la fin, la victoire des gentils, avec surtout le tombé effectué par Mustafa Ali avec son finish, le 450 splash ou le 54 splash, le 50-50 splash, le 24/7 splash pour la victoire, MVP qui prend le tombé. Et voilà, et visiblement, c'est pas terminé parce que Ali est tout à fait maintenant légitime pour aller réclamer le titre, quoi. Un match pour le titre. Alors c'est pas tout à fait terminé, mais on peut se dire que déjà entre Crews et Lashley, l'affaire semble enterrée et que là c'est Ali qui est en train de prendre le leadership du trio. Ouais. Voilà, Ali est de retour, il semble en bonne forme. Bon, le match 5 minutes, hein, donc ça a été quand même assez expédié pour un six-man tag team match, quoi. Que dire de plus? Ouais, c'est l'info de ce segment, c'est Mustafa Ali est de retour dans le game. Et puis voilà. Oui, c'est la grosse info. Il revient là où il était parti finalement, hein, parce qu'il avait été blessé, j'imagine. Il a été blessé, ouais. Il a été longtemps blessé, ouais. Mais quand il est confinement, parti, c'était déjà dans la même histoire. Hein. Ouais. Il était déjà plus ou moins dans la même affaire. Ouais. Donc, voilà. On peut noter aussi l'absence de Cédric Alexander qui avait piscine. Alors, ils l'ont dit qu'ils l'ont envoyé dans un bootcamp, j'ai bien compris. Ils l'ont envoyé en camp d'entraînement. Ah, il a carrément, ouf la vache, en stage. Ah ouais. Ouais, il est en stage. Qui est faible, il est en stage. Alors qu'en fait, en vrai, il est sous la couette avec 42 fièvres. Et ouais, dans une bulle. Dans une bulle, ouais. Retour de Mustafa Ali, effectivement, peut-être à la tête effectivement de ce clan. C'est bien le. Effectivement, c'est bien pour lui. On l'aime bien, Mustafa Ali. Alors, on peut signaler quand même qu'au cours de ce segment, puisque c'est le seul moment où ça apparaîtra, il va y avoir le logo de Retribution qui va faire une apparition furtive juste avant le match et qui va plus ou moins calmer les esprits au moment où il y a les premières confrontations entre les 6 mecs. Ouais. Mais voilà, ça s'arrêtera là. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils sont dans une bulle. Et là, du coup, on est obligé de mettre tout en pause. Hein. Là, c'est sûr que c'est un peu compliqué pour Retribution. Là, il va falloir un petit peu occuper leur business pendant 2 ou 3 semaines. Et du coup, on garde la même formule, quoi. Tout simplement. Donc, Cédric Alexander porté disparu. Retribution porté disparu. Il n'y aurait pas un truc un peu en sous-sol, tout ça, qui serait porté disparu aussi? Ah putain, t'as raison. Tu sais, en plus, justement, j'ai cru qu'ils avaient réservé ça parce que justement pour le main event. Ah ouais? Le main event, c'était pas possible puisque Drew McIntyre, il avait lancé son Open Challenge dans l'opener. Oui, mais tonton, je me suis dit, le mec qui va répondre à l'Open Challenge, c'est peut-être un mec qui d'habitude est à Raw Underground, un fameux Baba Kokodo Kato. Je me suis dit, c'est le Bobo Kato qui allait arriver, moi. J'avais pas eu cette analyse. Et ouais, je me suis dit, c'est bizarre, pas de Raw Underground, effectivement, est-ce qu'on ne réserve pas une petite surprise? Après, je me suis dit, ouais, mais attends, personne ne le connaît vraiment, ce Bako Kako, là. Est-ce qu'il va vraiment aller faire un Open Challenge à Drew McIntyre? Kako Boubou. Boubou Kaka, là. Non, c'était pas lui. C'était pas raté. Lui. Dolph Ziggler arrive sur sa musique. Drew dit, attends, c'est ce bordel, on s'est déjà affronté. Qui n'a pas affronté Dolph Ziggler? Qui n'a pas défendu son titre contre Dolph Ziggler dans sa vie? Même toi, tonton, je pense que tu as dû défendre ton titre un jour face à Dolph Ziggler. Bah ouais, hein, dans tes rêves. Fatalement, c'est Jobber to the Stars, donc. Non, Dolph Ziggler, un peu plus tôt, il avait croisé, je crois, Adam Pearce. Il lui avait dit qu'il avait trouvé quelqu'un pour aller affronter Drew McIntyre. Et ce quelqu'un, c'est quelqu'un qui est de retour. Nouveau retour
pour jouer un mauvais tour. Robert Roode, mesdames et messieurs, Robert Roode va affronter le champion de la WWE dans le main event de Monday Night Raw. Nous sommes en 2020, tout va bien. Robert Roode a un title shot à Monday Night Raw. Et pire que ça, ou mieux que ça, il va quand même plutôt bien tenir tête à Drew McIntyre. Oui. Dans un match assez solide qui aura duré 12 minutes 40. Pas trop mal hein, pour un mec qui était un peu passé du côté obscur du jobber là. Qui était un petit peu dans les tréfonds de la locade avant de disparaître complètement. Bloqué à la frontière canadienne depuis des mois. Ah, c'était ça? Ah ouais, c'était ça, ouais. Lui, il n'a pas été malade, hein, et il l'a dit d'ailleurs, il l'a dit dans différents trucs, mais voilà, impossible de sortir du Canada. Ah putain. Comme Brock Lesnar. Sauf que Brock Lesnar, ça l'arrange bien. Brock Lesnar est bloqué au Canada là? Ah ouais, Brock Lesnar, il est au Canada, lui. Bah, en fait, il faut savoir que Brock Lesnar, il a la double nationalité. Américano-canadienne. Non, arrête. Je te jure, tu vérifieras. Et fact-checking. Et en fait, je pense que ça les a bien arrangés, les workers qui étaient bloqués de l'autre côté de la frontière. Ça les a bien arrangés. Les mecs continuaient à toucher leur salaire. Et... Ah oui, peinard. Restaient à la maison, ils avaient une bonne excuse, ils n'étaient pas malades. Bon, et puis, vu les émoluments de Brock, Robert Roode, déjà, ça doit être un peu moins dur pour la WWE. Mais bon, moi, je continue à regretter le Robert Roode à moustache. Hein. Ça, par contre, moi, je trouve que vraiment, ça manque complètement à son personnage. Là, il s'est fait une espèce de barbe épaisse, un peu à la Wyatt, là. Bon, moi je le préfère moustachu, Robert Roode. Ah là, il a fait tomber la moustache. Ah bah ouais, bah t'as pas vu, tu l'as pas vu. J'ai vu la barbe, mais du coup j'ai tellement vu la barbe que j'ai pas vu qu'il y avait plus la moustache. Ah si, non, il y a la moustache qui est là. Si, non, excuse-moi, je me suis mal exprimé. C'est que moi j'aimais le Robert Roode quand il avait que la moustache. Là, il s'est pas rasé, là il a une barbe complète en fait. Ouais, d'accord. Et l'élégance et voilà, de la moustache bien taillée. Exactement. Ouais, la moustache. Mais il est shape, il a l'air en belle forme, il a l'air d'avoir bossé quand même pendant son confinement. Et il me semble dans une belle shape, le Robert Roode, qui commence à être un catcheur, un bon vétéran, hein, le Robert Roode, hein, quand même. Hein. Donc là, et on lui donne un title shot face à un champion du monde qui est en ce moment, clairement, marche sur l'eau, quoi. Ouais. Et puis, comme tu l'as dit, 12 minutes pendant lesquelles finalement il n'a pas paru faible, hein, puisqu'il s'est bien défendu. Il y a une petite invention de Dolph Ziggler en plus, évidemment, pour foutre un petit peu le bordel. C'était bien amené. Il y a eu des kick-out, il y a eu un glorious DDT à la fin pour le near fall qui était vraiment bien amené, parce que voilà, avec entre les interventions de Dolph Ziggler, Bobby Roode qui lâchait pas l'affaire, voilà, tout était voilà, on avait vraiment je dirais le match typique de title shot pour le titre suprême en main event d'un weekly où t'as un mec, effectivement, t'y crois pas, Robert Roode, mais le rythme, voilà, les petites astuces, les interventions font que tu mords un peu au truc et que tu t'en ressors d'une belle victoire malgré tout de Drew McIntyre face quand même, bon, ça s'est un peu oublié, mais un ancien champion NXT, hein, ces mecs-là. Et ces mecs-là se sont croisés, ont croisé le fer à NXT. Voilà. Donc d'ailleurs, je me souvenais plus, est-ce qu'ils se sont affrontés pour le titre Alors, dans les commentaires, Peuple de Catch-up, moi, il me semble que oui, il me semble qu'ils se seront affrontés à NXT pour le titre NXT. Mais comme j'ai un doute, je vais nous laisser nous faire fact-checker. Ouais. Je ne saurais pas te dire qui a pris le titre à qui ou qui l'a défendu, parce que ça allait très vite à l'époque à NXT. Hein. Tout le monde a été champion à NXT de toute façon, donc c'est difficile de se souvenir de la chronologie. Mais la chronologie de Monday Night Raw, elle se termine sur une belle victoire de Drew McIntyre entre les cordes. Le bel homme, Claymore Kick, 1, 2, 3, envoyé, c'est pesé. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu à mon Open Challenge. Rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Et Robert Roode, il aura eu droit à ses 13 minutes de main event quand même. Et face au mec qui roule sur tout le monde dans le roster depuis le début de l'année. Donc, chapeau Robert, merci d'être venu et à bientôt. Alors, ça se termine entre les cordes sur ce match. Oui. Mais l'épisode en lui-même ne s'est pas terminé ainsi. Tu parlais d'un mec qui roule. Il y en avait un autre qui roulait.
qui roulait avec son petit chariot, et puis son balai, son éponge et sa serpillière, qui s'était fait d'ailleurs un petit peu embêter par Lord Business. C'était très drôle ça. Lord Business, à un moment donné, dans le côté backstage, ils ont fait tomber un truc exprès par terre en demandant à l'homme de ménage de le ramasser. Pas sympa. Et l'homme de ménage était assez carré, assez baraque. À ce moment-là, je me suis dit, tiens, même pour être homme de ménage à WWE, faut aller à la salle, quoi. Et ben non, c'était pas n'importe quel homme de ménage. Cet homme de ménage, c'était Randy Orton. Et Randy Orton, qui n'était donc pas parti, arrive dans la petite salle dans laquelle les retraités étaient en train de jouer une bonne partie de cartes. Hein. C'est un petit peu un des fils rouges de l'épisode. Ouais, il joue au poker pendant quasiment tout l'épisode, oui. Et au Ric Flair les plumes tous, d'ailleurs. Normal. Qu'est-ce que tu veux gagner au poker face au dirtiest player in the game, quoi. Le cinquième as, il y a toujours un as dans sa poche. Et voilà, 3 as de pique. Allez, boum. Randy Orton, il entre. Il met ses petites lunettes 3D, là. Google Vision, ça. Petites lunettes 3D. La lumière s'éteint. Pif, paf, pouf. Ça crie, ça hurle, ça tape. On rallume les lumières. Tout le monde est au sol. Randy Orton a fait un carnage parmi les Hall of Famers ou futurs Hall of Famers. Voilà, moi je mets la petite bille Christian au Hall of Fame, s'il vous plaît. Et il repart, content de son sale coup. Il l'avait dit, il avait prévenu, quand on croise le chemin de Randy Orton, on en paye le prix. Et ce soir, le prix, c'était de se faire tabasser dans le noir par un homme qui mettait des lunettes 3D. De vision nocturne. De vision nocturne 3D. Enfin, c'est quand même des lunettes de vision nocturne avec une bleue et une rouge, quoi. Comme les magazines quand on était petits, quoi. C'était marrant. C'était pas très sérieux, tout ça. Ouais, bon. Surtout que ce qui est dingue, c'est qu'après, il sort de la pièce, il remet sa capuche. Là, il y a des officiels qui passent, etc. Mais il n'y a pas un bruit. T'entends pas, il n'y a aucun hurlement. Il a tabassé les 4 mecs, mais il les a tabassés tellement fort que les gars, ils sont réduits au silence, quoi. Il n'y a plus un bruit. Ouais. Mais il les aura pété la mâchoire à tous les 4. Et d'ailleurs, on se secret le mec s'est pris pour Kaiser Soze, quoi. Parce qu'effectivement, quand les officiels arrivent, le mec se met de dos, il met la capuche, il redevient l'homme de ménage, il tend le bras pour dénoncer les lieux du crime. Donc évidemment, les flics, ils arrivent, les officiels, les flics, tout le monde, ah oui, c'est par là. Enfin, ça me fait marrer, c'est genre, t'arrêtes pas le mec qui te dit par où c'est, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Et il repart au fond du couloir avec son pied qui boite, façon Kaiser Soze. Exactement. Et il disparaît après avoir fait son sale coup. Sa vengeance est faite. Fin. Donc c'était très old school. C'était évidemment, c'était ridicule. Mais bon, c'était assez marrant. C'était tellement ridicule que c'en était drôle, quoi. Après, est-ce que ça méritait de terminer le show là-dessus? Je ne sais pas, mais. Ouais, bon, voilà, ça leur a calé les 30 dernières secondes du show. Voilà, écoute, pour continuer la feud, McIntyre, voilà, qui va devoir venger les retraités. Oh là là, il fait que ça fait 6 mois qu'il venge les retraités. Non, mais c'est bien, on va se retrouver à LNSL. Les mecs vont vraiment se mettre sur la tronche, juste homme à homme, et on va se terminer sur un beau finish, quoi, de cette grosse rivalité, quoi. Donc, je trouve que malgré on va dire le sentiment un peu mitigé qu'on avait face au match ambulance de Clash of Champions, malgré tout, je trouve que l'histoire est plutôt bien rythmée, hein, et cet épisode de Monday Night Raw avec la présence des légendes a permis aussi un petit peu de souffler pour Drew McIntyre, mais on repart quand même en direction de Hell in a Cell avec un Randy Orton qui veut pas lâcher l'affaire. Enfin, un Drew qui souffle, mais qui fait quand même un match de 13 minutes en main event, quoi. Donc, en plus, oui, qui souffle. Bah oui, c'est le bel homme, hein, il souffle, mais il a toujours le temps pour en coller une ou deux, quoi. Ouais, c'est Claymore selon Saint-Drew, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, nous, on arrive à bout de souffle, hein, tonton. On arrive aussi au bout de l'analyse. C'est l'heure du mot de la fin. Ouais. Tu veux bien partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît? Tout à fait, mon bon patron. Et d'ailleurs, en bon retraité premium, je vais citer aussi, en étant solidaire avec les vieux, je vais citer le papy qui nous a donné son flop note. Comme ça, on a un 3e avis à vous donner pour terminer cette review. Alors, il nous donne le top, il nous donne le gars qui arrive au main event. Donc, j'imagine que le gars qui arrive au main event, il parle de Robert Roode, du beau Robert.
Ou Retribution. Alors, si tu as une explication à nous donner, Papy, là-dessus, quoi, ou c'est peut-être le fait de l'absence de Retribution, je pense, en fait, était un top pour lui. Je pense. Alors, soit il n'est pas sérieux et il faut prendre les trucs à l'envers. Voilà. Ou alors, c'est l'absence, effectivement, de Retribution qui a les faveurs de Papy. D'ailleurs, il met même sur le même pied, d'ailleurs, je sais pas si tu vois, mais il met même sur le même pied Raw Underground et Retribution. Oui, donc je pense que c'est l'absence de ces deux noms cités qui l'a rendu joie. Voilà. Son flop, c'est le match 24-7, qui pour lui a réussi l'exploit d'être encore pire que le match féminin juste avant. Voilà, ça c'est fait. Et sa note, c'est un 2, qu'il considère bien payé, parce qu'il pense que les gars ont été pris au dépourvu par une épidémie de Covid, vu le contenu. Oh oui, voilà, je pense que effectivement, il prend pas de risque en disant ça. 2, ah ouais, il est dur. Ces paroles n'engagent que toi, vieil homme. Ah ouais, il est dur, mais en même temps, il dit qu'il est généreux. Alors la vache, putain. Ah ouais, la vache, qu'est-ce que ça serait sinon? Imaginez un dîner presque parfait chez Papy, t'as pas grand-chose dans ton assiette, je pense. Hein. Ouais. Alors, moi, mon flop, oh là là, mon flop, il va aller chez les filles cette semaine encore. Ça, c'est un peu. Ouais, je vais le mettre au pauvre tag team match là. Voilà. Ah ouais. Ouais, Tu bah étonné ouais. par exemple, à l'angle de la Mysterio, par exemple. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. J'hésitais avec le malaise. Mais je me dis Ouais. au malaise de Mysterio, ça veut dire que je les flingue déjà direct avant qu'il m'ait montré ce qu'il comptait faire avec cette storyline. Donc Ouais. Puis peut-être que c'est ce qu'il voulait te faire ressentir, un malaise. peut-être leur coller un avertissement, mais ça me fait du mal de coller un flop avec Rey Mysterio dedans. Ne le fais pas alors. Je veux que tu sois bien là, le week-end arrive, voilà. Ouais, ça va briser mon petit cœur pour le week-end et non, je peux pas faire ça à Rey, quoi. Je le ferai vraiment si vraiment ça va trop loin avec sa fille là dans les prochaines semaines. Rey, on a une fille du même âge, quoi. Merde. Alors bosse avec les bookers là pour qu'on nous sorte quelque chose qui tienne la route. Donc non, je vais quand même le donner au tag team match des filles. Allez. Et vraiment le truc qui m'intéresse pas, les number one contender finales qui m'intéressent pas. Pas de 4, c'était mauvais, c'était non. Heureusement, c'est court, c'est le seul truc qui sauve un peu le truc. Et puis mon top, je vais le donner au match Kevin Owens Aleister Black. Parce que ouais, tu l'as bien kiffé celui-là. Je donne souvent mon top à Drew, au Bel Homme, à Raw, etc. Et là, justement, je vais changer un peu. Et là, je vais donner vraiment mon top à ce match-là. Parce que j'ai bien aimé le finish, comme je l'ai dit au préalable. Hein, j'ai bien aimé le finish, j'ai bien aimé les 13 minutes des deux gars. Vraiment un match enlevé et tout ça. Et vraiment, ça a été un bon moment dans ce Raw. Donc, je vais lui donner mon top avec plaisir. J'aime bien les deux gars, KO et Aleister. Donc allez, le top à notre Hollandais tatoué et à notre Canadien québécois préféré. Et ta note? Ah, ma note, pardon, excuse-moi. J'étais tellement. Je suis désolé, hein, je sais que je suis assez. La note, je avec les chiffres, mais. Ouais, mais la note, elle sera tiédasse quand même. Parce qu'il y avait pas mal de choses assez mauvaises. Mais bon, ça se termine avec ce match. Avec KO et Lister. Un main event plutôt sympa entre Drew et Robert. Voilà, Orton qui est toujours dans le game. Ouais, allez, je vais lui mettre un 2,5. Je vais lui mettre la moyenne. Ouais, bien, c'est bien. Moi, mon flop, je vais le donner à Andrade. Ouais, ça aurait mérité aussi, ouais. Bonne initiative, patron, ouais, parce que. Ah, ça c'est pas possible, hein. Et mon top, je vais le donner à cet opener. Et puis voilà, la petite interaction entre Drew McIntyre et les 4 papis là. Il y avait vraiment une bonne humeur. C'était très 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 sympa et agréable à suivre. Moi j'ai passé, comme tu dis, des fois quand les vieux viennent, c'est un peu relou. Mais là, il y avait vraiment une complicité, j'ai trouvé, qui transpirait. Et ça paraissait vraiment, ça ressortait à l'écran, c'était vraiment cool. Et puis derrière, en plus, il nous fait un bon main event avec Robert Roode, donc moi, j'étais plutôt content. Ma note, ouais, c'est un peu comme toi, je vais mettre un 2,75 parce que comme voilà, je trouve qu'il y avait des bons moments qui permettent de passer quand même un épisode pas trop. C'était voilà, ça se souffle le chaud et le froid comme souvent, quoi. Mais c'est un peu tout le temps les mêmes. On tape sur les mêmes choses depuis des semaines, quoi, finalement, et ça ne change pas, donc on va souvent se retrouver avec ce genre de notes. Ouais, alors pour finir, on peut juste parler des ratings, si tu veux.
Ah bah, allons-y, je te dis que j'adore les chiffres, vas-y. Ah bah oui, en plus, oui. Et toi qui es un fan de chiffres, c'est parti donc. Bah écoute, ça va un peu mieux, tu vois. Ah. On sent que le Clash of Champions, ça fait du bien là, même si en fait les 2 gros matchs de Clash of Champions concernaient SmackDown. Mais je pense que le ambulance match, il est pas pour rien quand même. Tu vois, je crois vraiment que la qualité, même si voilà, il y avait des imperfections, il y avait des choses sur lesquelles on a disserté tous les deux, je pense quand même que ça a fait du bien ce Orton Drew McIntyre et que du coup, il y a peut-être eu plus de curieux qui ont débarqué pour Raw, puisque cette semaine, ils ont eu 1 822 000 comparé aux 1 668 000 de la semaine dernière. C'est quand même vachement mieux. La tronche 18-49 ans va vachement mieux aussi, puisqu'elle améliore son score de 0,54, tu vois, par rapport au 0,49 de la semaine dernière qui avait été très difficile sur cette tranche-là. Et pour décortiquer, voilà, toi qui aimes les chiffres, la première heure, elle atteint presque les 2 millions, hein, puisqu'ils vont à 1 956 000. Deuxième heure à 1 824 000. Et comme d'habitude, le crash de la troisième heure, hein, 1 687 000 dans la troisième heure. Voilà, vous savez tout sur les ratings, peuple de catch-up. Bah merci pour tous ces chiffres, c'est clair, c'est précis, c'est concis, il y a du contexte, c'est super. Alors va falloir qu'on enquête sur cette histoire de troisième heure, quoi, parce que je sais pas si à ce moment-là qu'il y a le Monday Night Football, mais effectivement, Alors c'est oui, toujours voilà, et toi qui es un connaisseur au niveau de la NFL, je pensais à toi justement par rapport à ça, et je me disais, obligé, le patron, il a la réponse, parce que dis-moi, à quelle heure commencent les matchs en NFL le lundi soir? alors Et là, le lundi soir, le NFL, ça dure 4 heures, hein. ah bah, un match NFL, entre, voilà, entre la petite vidéo de promo, l'arrivée des mecs, et puis, la fin du match, tu en as pour 3 heures, quoi. 3 heures tout en tout, quelque chose comme ça. Ah ouais. Donc, alors par contre, l'heure exacte à laquelle ça commence, franchement, j'ai peur de dire des conneries, donc je vais rien dire, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va enquêter. OK? On va OK, enquêter. enquête lancée à catch-up. Voilà, c'est ma piste, c'est ma première piste, le Monday Night Football, mais, il y a peut-être pas que ça, hein. Il y a peut-être pas que ça. Il y a d'autres raisons, hein. C'est Ouais, peut-être il faut voir la concurrence qu'il y a, au niveau du showroom à ce moment-là, le lundi soir, et peut-être qu'en période, automne-hiver, sur les networks américains, effectivement, non seulement il y a du football, mais il y a peut-être aussi d'autres choses. Et puis il y avait un autre truc, c'est il y a les finales NBA qui ont commencé, mais le premier match avait lieu hier soir, quoi. Donc c'est pas lié au basketball. d'accord. Bon, écoute, c'est sûr que, voilà, il y a toujours de la concurrence, voilà, sur le Par contre, sport. la SmackDown, les amis, vendredi, va avoir en opposition frontale, le match 2 des finales NBA, hein. Ouh, alors là, par contre, là, ça rigole pas, là. C'est qui, là, NBA, là? C'est les Le match? Lakers face à Miami, et je veux vous spoiler pour ceux qui n'auront pas vu, mais les Lakers ont gagné le Game 1. Ouais, ouais, à Miami, on est en Floride en plus, nouvelle terre de la WWE, donc ça. Ouais, ouais, même moi, je crois que Los Angeles cette année est en mission après le décès de Kobe Bryant. Je crois vraiment que cette année, LeBron James, il est en mission pour Kobe Bryant, et j'ai du mal à imaginer que les Lakers ne repartent pas avec le titre à la fin de ces finals. Ouais, ça va être leur Katrina à eux, en fait. Comme les Saints à l'époque, après l'ouragan Katrina qui allait Exactement. chercher le titre, ils étaient portés par une mission divine. Ouais, tout à fait. Ouais, on est tout à fait dans le même cas de figure. Là, c'est vraiment ce qui se passe. C'est vrai que l'histoire des New Orleans Saints, c'était un sacré truc cette année-là, quoi. Ouais, c'était assez incroyable, hein, finalement, de dire que finalement, tu les entraînements, tu le sport et tout, enfin, mais tu ça, il y a toujours un truc en plus, quoi. Il y a un truc en plus qui fait qu'une équipe peut être portée. Alors, quel va être le Katrina ou le Kobe Bryant de la WWE, ça? Qu'est-ce qui pourrait les pousser à faire encore plus fort, encore meilleur? La réponse, peut-être la semaine prochaine, hein, pour le prochain épisode de Monday Night Raw. En tout cas, en attendant, nous, on va essayer d'enquêter pour cette histoire de troisième heure. On va trouver la réponse. On n'aime pas ne pas savoir. On est dessus. En tout cas, merci à toi, tonton, de t'être joint à moi pour cette formidable analyse de Monday Night Raw. Avec plaisir, mon bon Irem, avec plaisir. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite des événements. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Oui. Nous suivre sur toutes les plateformes audio. Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube également. Vous pouvez commenter, dites-nous ce que vous avez pensé de cet Oui, épisode du retour de Robert Roode.
On peut remercier le peuple de Catch-Up parce que notre review de Clash of Champions, en 24 heures déjà, elle a pété tous les scores sur YouTube et c'est assez rare qu'on ait aussi plus de 100 vues déjà au bout de 24 heures sur une review. C'est quand même super rare. Donc merci à vous, le peuple de Catch-Up, de nous suivre avec assiduité. Bah, on a passé la barre des 1000 abonnés sur YouTube. C'est vrai que champagne, sortez le champagne, mon bon. Oui, oui. Pour un podcast qui parle sans vidéo, rien sur YouTube, eh ben, c'est une bonne satisfaction pour notre équipe. Ah oui, c'est sûr, on est marre de montrer nos gueules, alors voilà. Mais oui, c'est vrai, vous êtes de plus en plus nombreux, on le voit aussi sur la version audio, les stats sont à la hausse, donc merci beaucoup évidemment de nous suivre chaque semaine. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram ou le Discord, c'est là où on est vachement actif, venez discuter avec nous. Le lien est dans la description de l'épisode. On se donne rendez-vous donc très bientôt et d'ici là, on vous souhaite évidemment une bonne semaine pleine de catch. Salut. Salut patron. Salut peuple de catch. Bon, c'est parti, on mène l'enquête là. Je suis chaud là.